Je suis Rodrigo Arenas, je suis coprésident de la FCPE, première fédération de parents d'élèves. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que notre fédération a demandé de pouvoir se réunir sur un petit espace de l'Assemblée nationale pour permettre aux enfants d'exprimer le fait qu'ils veulent que leurs examens, et notamment les BTS, les bacs pro, tous ceux dont tout le monde s'en fout dans ce pays, puissent passer les examens au contrôle continu, qu'on nous oppose pour des raisons administratives que cet rassemblement n'est pas possible parce qu'il manque 24 heures dans le préavis de demande de manifestation. Nous, ce que nous voulons, nous sommes des parents d'élèves, nous avons vu comment les rassemblements s'étaient produits l'an dernier, notamment pendant les E3C, où des gamins se sont retrouvés en garde à vue, où il y a des feux de poubelle, des tirs de mortier. On essaye d'encadrer les enfants pour être à leur côté pour que ça se passe bien. Et on est en train de dire qu'il faut se disperser et de ne pas réunir les enfants dans le lieu hautement symbolique de la République qui s'appelle l'Assemblée nationale. C'est la représentation du peuple et je tiens à féliciter les députés qui sont à nos côtés parce qu'ils sont en train de porter la parole des enfants, de notre avenir. Et c'est insupportable que les forces de l'ordre reçoivent des ordres de la préfecture intimant les enfants et les adultes d'amende de 135 € simplement parce qu'ils viennent défendre leur scolarité, leur droit à passer des examens dans des conditions normales, dans des conditions qui ne sont pas contaminantes. Dans quelques semaines, dans quelques jours, les examens vont avoir lieu. Il va y avoir des brassages de milliers d'élèves qui risquent de se contaminer dans une période de pandémie et ce n'est pas normal qu'on refuse que ces enfants se réunissent tout en respectant des gestes barrières, nous l'avons dit, par groupe de 6, avec des masques, sans se serrer, etc. Et on nous oppose quoi ? Un refus administratif, mais excusez-moi, on n'est pas dans l'administration ici, on est dans la vraie vie. Nos enfants souffrent, nos enfants sont stressés, ils sont en train de jouer leur avenir dans une roulette russe de contamination et on est en train de nous dire qu'il nous manque 24 heures pour un papier. Mais qu'est-ce que c'est que cette République? C'est insupportable. Le gouvernement, en mettant sa décision au plus tard, est en train de jouer sur les nerfs des enfants, sur les nerfs des parents, mais aussi sur les nerfs des parlementaires qui sont dessaisis de ce dossier-là, car les deux parlementaires que vous avez à mes côtés ont posé des questions auxquelles le ministre de l'Éducation nationale n'a jamais répondu. Donc oui, il joue la montre pour que le désespoir grande et que les enfants aillent coûte que coûte passer des examens avec les résultats que nous savons seront excellents puisque l'an dernier, alors que tout a été passé en contrôle continu, le baccalauréat a eu plus de 97% de réussite. Voilà ce qu'on est en train de faire. Et nous, on essaye de canaliser les enfants pour que ça se passe bien, pour qu'ils apprennent les règles de la réaction ou de dire ce qu'ils ont envie de dire en respectant les règles de la République. Et on est en train de me dire qu'il manque un papier. On est dans les 12 travaux d'Astérix. C'est ça la réalité. C'est que le tampon n'est pas là pour empêcher nos enfants de se réunir pacifiquement parce qu'on préfère dans ce pays le bordel pour justifier le fait qu'on leur met plein la figure plutôt que d'organiser un bac, d'organiser des épreuves qui se passent dans leur intérêt et pas dans l'intérêt de l'administration. Écoutez, les gens sont en train d'arriver, vous voyez, ils sont autour de moi, ils viennent pacifiquement, ils mettent tous des masques, ils vont tous se mettre en groupe de 6 parce qu'on respecte les gestes barrières. C'est l'autre demande de notre fédération depuis le moment. Vous avez Lu Boyard qui est ici, vous avez des parents d'élèves, vous avez des BTS dont certains sont venus de Toulouse, vous avez des parents d'élèves qui viennent du Nord parce qu'à un moment donné, on n'a plus que cette façon de se faire entendre. Nous avons épuisé tous les recours administratifs, nous avons épuisé toutes les relations institutionnelles, nous avons épuisé toutes les conférences de presse. Ce n'est plus possible. Et à une semaine des examens, oui, on est dans l'urgence. Et c'est cette urgence aujourd'hui qui se manifeste, ou devant l'Assemblée nationale, parce que c'est là qu'est la représentation de la République. La représentation de la République n'est pas dans un ministère, elle est dans des gens qui sont élus par les citoyens, que nous avons élus, pour lesquels nous avons voté et qui nous représentent. Ces personnes qui nous représentent ont posé des questions au sein de l'hémicycle, ils n'ont pas eu de réponse. Nous voulons des réponses. Nous voulons le contrôle continu pour nos enfants parce que c'est la moins pire des solutions pour que tout le monde prenne en compte l'école telle qu'elle s'est passée sous le Covid. Non, l'école n'est pas normale. Donc il n'y aura pas un bac normal et il faut arrêter de donner cet entêtement d'un ministre à vouloir à tout prix passer des examens, peut-être pour des problèmes d'orgueil, je ne sais pas, posez-lui la question, mais en tout cas, c'est pas dans l'intérêt de nos enfants. Voilà ce que les parents d'élèves de la FCPE sont aujourd'hui. On est à côté de nos enfants pour appuyer leurs revendications et c'est leur mouvement, ce n'est pas le nôtre. Mais nous sommes là pour veiller à ce qu'il ne leur arrive rien, parce que l'an dernier, pendant les E3C, vous avez tous été témoins dans des vidéos et dans des manifestations des exactions qui ont été faites contre des mineurs, et je vous parle même pas de Meubante-la-Jolie qui est un point Godwin pour nous. Écoutez, nous on est présents, on en appelle au ministère, on en appelle aux parlementaires pour relayer notre parole, on sait rester à notre place, nous sommes des représentants de parents, ce sont des représentants d'élèves et d'étudiants et d'enseignants, ils parlent pour eux-mêmes. Donc nous venons là, pourquoi? Parce que quand on se parle à la télé, quand on se parle dans les institutions, quand on te parle dans les commissions, quand on se parle dans les réunions, c'est cause toujours tu m'intéresses. Donc à un moment donné, oui, ça doit se passer de cette façon-là parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de se faire entendre et c'est désolant d'autant plus quand vous avez des responsables qui pour nous sont des populistes, qui sont en train de chauffer tout le monde en essayant de porter une parole qui en fait ne répond pas aux intérêts des enfants et qui répond à des enjeux qui ne sont pas l'intérêt éducatif de nos élèves. Une autre question aux parents d'élèves. Il y a des députés, dont ce monsieur, qui sont pour la légalisation
cannabis. François-Michel Lambert, ce monsieur. Voilà, il a très bien dit. Pour ou contre vous en tant que parent d'élève? J'ai surtout compris que M. François-Michel Lambert est contre le fait que le trafic de cannabis soit organisé par les mafias dans les quartiers. En tant que parent, est-ce que vous êtes plutôt favorable à son initiative ou pas? Moi, en tant que parent, je suis favorable à ce que les enfants arrêtent de fumer de la merde, qu'ils soient soumis au trafic, que les familles et les mères de famille en particulier servent de nourrices et qu'on organise enfin cette seïta du cannabis, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'alcool tue davantage que le cannabis. Mais là, c'est pas le sujet aujourd'hui, pardonnez-moi de vous le dire. Oui, mais la question, j'ai Voilà. sous la main. Voilà. Je vous ai répondu. Pour ou contre la légalisation? Mais écoutez, il me semble que dans ce pays, il y a ce qui s'appelle l'Assemblée nationale. C'est la représentation des citoyens et du peuple. C'est à eux de légiférer. Oui, je vous ai répondu. Pour ou contre quoi? Pour ou contre la légalisation? Monsieur, c'est un débat de société. C'est comme pour ou contre l'IVG, ou pour ou contre la peine de mort. C'est quelque chose qui s'est mis en place. Oui, c'est quelque chose qui est central dans l'avenir de nos enfants. Nos enfants aujourd'hui fument de la merde, ils sont soumis au trafic. Les parents sont dans des violences, notamment dans les quartiers, y compris dans la ruralité. Non, je veux que le débat ait lieu à l'Assemblée nationale et que enfin on prenne en compte la dimension sanitaire, économique, légale et en fait tout ce qui est dans les trafics qui gangrènent notre pays. Cette question-là découvre pas aujourd'hui, c'est pour ça que je vous pose la question simplement pour ou contre. Il vient de faire un rapport. Je viens de vous répondre. Je suis pour que le débat s'ouvre et nous participerons en tant que fédération pleinement à ce débat. Un jeune sur deux qui se dit inquiet pour sa santé mentale, un tiers en dépression, 20% qui a des idées suicidaires. Et derrière, comment ils sont récompensés? On les punit une deuxième fois. Parce que le prix social de la crise, ils le payent déjà et ils vont le payer. Donc, dans ce moment-là, je crois qu'il y a une urgence à étendre le système de sécurité. Et je veux dire que c'est parfois dans les épreuves que notre pays s'est appuyé là-dessus comme un obstacle pour se grandir. C'est le cas quand on est sorti de la nuit nazie en 1945. Et je voudrais rappeler ce qu'on a fait à ce moment-là, parce que moi, ce que je lance, c'est un appel aux parents et aux grands-parents. Je leur lance un appel de solidarité avec la jeunesse pour faire pour la jeunesse ce qui a été fait pour la vieillesse. C'est quoi? Pendant des millénaires, quand on vieillissait dans les milieux populaires, quand on avait la chance de vieillir, c'était synonyme de misère. On vivait au crochet de ses enfants ou alors on faisait de la mendicité. Et puis, en 1945, on met en place les retraites. On met en place le minimum vieillesse qui fait que le taux de pauvreté chez les personnes âgées est divisé par 4 et qu'en une génération, il y a une fatalité séculaire qui est vaincue. Aujourd'hui, l'histoire s'est inversée. Parce qu'aujourd'hui, c'est les jeunes qui sont 4 fois plus pauvres que les personnes âgées. C'est les jeunes qui vivent au crochet de leurs parents. Et je pense que dans ce temps-là, il y a la nécessité de construire un minimum jeunesse et même un service public de la jeunesse qui vienne aider à l'entrée dans l'âge adulte pour ce qui est du logement, pour ce qui est de la formation, pour ce qui est de la santé, pour ce qui est d'un certain nombre de domaines. Terminer en vous disant que moi j'ai vu dans un bon nombre de témoignages comment il y avait parfois pas d'accès aux biens essentiels, c'est-à-dire se loger, se nourrir, se soigner. Des tas de témoignages sur des gens qui ont des problèmes de dents et qui les gardent pendant longtemps parce qu'il va y avoir 65 € à payer de dentiste et ainsi de suite. Mais ce qui me paraît presque encore plus triste, c'est comment je vois la vie se rétracter. Des jeunes qui me disent j'ai arrêté le sport quand j'ai eu 18 ans parce que la licence était devenue trop chère pour moi. Je n'ai pas voyagé dans le pays. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres régions. Et je pense que la jeunesse doit être un temps d'émancipation, doit être un temps d'ouverture aux autres, au pays, et pas un temps de rétractation et pas un temps de rétrécissement. Quand on vit dans la pauvreté, parce que vous savez, même le mot galère, moi je ne veux plus l'entendre le mot galère. Parce que le mot galère, c'est une manière de rendre sympathique, de rendre bohème la misère. Mais ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai entendu, c'est de la misère. Simplement, c'est comme si la misère chez les jeunes, la misère en milieu étudiant et non étudiant, c'était quelque chose qui était normal. Et donc qui appartenait au paysage, contre lequel on ne pouvait plus éprouver de colère. Mais comme je le disais tout à l'heure, comme chez les personnes âgées, pendant des millénaires, on a considéré comme normal d'être pauvre en étant vieux. Je pense qu'il faut sortir de cette habitude-là. C'est plus le mot galère, la vérité c'est la misère. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas tolérer dans notre pays. Défendue par le groupe de la France Insoumise, puisque les commissaires de la commission d'enquête, dans leur ensemble, ont voté cette proposition parmi d'autres propositions. La deuxième chose que je voudrais dire avant de laisser la parole aux jeunes, c'est qu'il faut arrêter les discours sur le risque que ça donnerait envie aux jeunes de vivre de l'assistanat et tout. Ce sont des bêtises. Les jeunes, ils ont envie de vivre, de pouvoir faire leurs études, de trouver du boulot qui correspond à leur qualification, c'est ça dont ils ont envie. Là, ils traversent un moment de très grave difficulté.
société. Et donc il faut les aider en déclenchant tout de suite le RSA jeune. Après, il faudra mettre en place leur revenu étudiant. Je rappelle déjà qu'en 1945, leur revenu étudiant avait été travaillé comme une proposition de loi. Et puis il faudra accompagner tous les jeunes vers l'emploi qualifié. Mais pour l'instant, ils ont besoin de ce RSA pour survivre et pour pouvoir continuer leurs études ou pour pouvoir aller vers le travail. Donc ce discours sur l'assistanat, c'est un discours qui peut aussi toucher les chômeurs demain en disant mais pourquoi on leur verse des indemnités de chômage et ils ont qu'à se débrouiller pour aller trouver du travail, ou qui peut toucher aussi les gens touchés par le handicap à qui on dit bon, ils ont qu'à travailler, puisque j'ai même entendu ça dans le débat sur l'allocation adulte handicapé, on nous a répondu qu'ils avaient qu'à chercher du travail et d'essayer de s'immiscer dans la société. Donc voilà, les jeunes ont le droit à cette mesure, ils ont le vote à 18 ans. Ils peuvent être condamnés comme majeurs à 18 ans, et bien ils ont le droit au RSA à 18 ans. C'est pas plus compliqué que ça, et j'espère que demain, il y aura une majorité sur cette proposition de loi. Proposition de loi initiée par monsieur le député François Ruffin. Alors moi, de mon côté, j'ai été bachelière il y a quelques années. J'ai souhaité intégrer un cursus universitaire. Dans ce cursus universitaire, vu que je n'avais pas les moyens, vu que je ne pouvais pas subvenir à mes besoins, j'ai fait une demande auprès du Crous de ma région. Malheureusement, la demande auprès du Crous n'a pas été concluante car vu que c'est basé sur le revenu de mes parents, et ben en fait je n'avais pas le droit à la bourse. Donc il y avait un autre problème qui se posait à côté, c'est qu'il fallait que je travaille à côté. Mais est-ce qu'on peut vraiment être efficace quand on a des études à côté et un boulot à côté à gérer? Je pense que c'est une source en fait de conflit entre les deux et de redoublement par la même occasion. Parce qu'il faut savoir qu'un redoublement coûte en moyenne entre 10 et 15 000 euros à l'État par étudiant. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, en fait, moi aujourd'hui, j'ai enchaîné garantie jeune, formation professionnelle. J'ai pas véritablement trouvé ma voie. Je fais des emplois précaires. Je me suis pas trouvée en fait dans la situation. Et si j'avais pu permettre de faire ces études-là, je pense que ça aurait été notamment grâce à la mise en place d'un RSA 18-25 ans. Car j'aurais pu aller dans mes études et me consacrer sereinement à ces études-là. Voilà, je vous remercie. Lucas ? Ok. Bon bonjour, moi c'est Lucas Arthur et puis j'ai 18 ans, je suis étudiant à la Sorbonne en histoire et en arabe. Je suis ancien de l'ASE et je suis un des rares bacheliers puisqu'il faut savoir qu'il y a 13% d'enfants placés à l'ASE qui s'inscrivent au bac. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir continuer mes études, de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur. Et en fait je me suis très vite rendu compte que sans parents, que sans grandes ressources familiales, c'était extrêmement compliqué. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autonomisation comment on dit ? Quand ce n'est pas automatique. Voilà, les bourses été ne sont pas automatiques, donc on doit faire des demandes pour avoir les bourses été lorsqu'on sort de l'ASE. Le souci, c'est que le Crous toutes les démarches sont extrêmement brumeuses, ce qui fait qu'on se retrouve avec une multiplicité de dispositifs qu'il faut bien comprendre. Il faut bien y accéder. Le souci, c'est qu'on n'a pas tous la même grille de lecture, qu'on n'a pas les mêmes ressources que quelqu'un à qui on a enseigné toutes ces manœuvres. On ne peut pas mobiliser les bonnes aides. Moi, ma situation, c'est que cet été, je n'ai pas de bourse alors que je suis sortant de l'ASE, alors que normalement, l'ASE aurait dû tout faire pour que j'aie ma bourse l'été. Ce qui se passe, c'est que je n'ai pas de parents. J'ai certes mes grands-parents qui peuvent m'aider, mais je n'ai pas à vivre sur leur retraite. Je pense en fait à tous ces sortants de l'ASE qui déjà majoritairement retournent chez leurs parents alors que la garde avait été enlevée, mais en plus qui ne peuvent être autonomes et viser à l'indépendance face à un milieu qui a pu les maltraiter, face à un milieu qui n'est pas sain moralement, voire physiquement. Il y a un tas de violences, c'est une violence institutionnelle pour ces enfants qui ont été placés, qui ont été en famille d'accueil ou en foyer, à qui on dit à 18 ans, tu n'auras plus d'aide, tu n'es plus un enfant, donc la solidarité nationale n'est plus pour toi. Elle est où la majorité économique là-dedans? Ça veut dire que moi, jusqu'à mes 25 ans, pour avoir une bourse l'été, il va falloir que... Je ne peux pas en avoir tout simplement de bourse l'été jusqu'à mes 25 ans tant qu'il n'y a pas de RSA. Avec le RSA accordé aux moins de 25 ans, ça permettrait déjà à tous les anciens de l'ASE de pouvoir bénéficier d'un accès au logement digne. Il faut savoir qu'une personne sur deux vivant dans la rue de moins de 25 ans est issue de l'ASE. Avoir un RSA permettrait d'accéder à une offre de logement un peu plus stable.
c'est la base de toute construction de projets professionnels ou d'études. Aussi, comment vous voulez faire pour qu'on se bouge et avoir un revenu quand on n'a pas de diplôme. C'est 2/3 des enfants de l'ASE qui n'ont pas de diplôme. Alors, avoir le RSA permettrait de se poser pour réfléchir à son projet professionnel, pour avoir tout ce qui est sérénité matérielle et qui induit une sérénité psychologique, pour enfin créer un parcours pour s'insérer dans le monde du travail. Voilà. Bon, bah, d'abord, heureux d'être là pour prolonger une bataille qu'on a engagée il y a 2 ans, avec 2 fois de suite dans l'hémicycle un refus de la majorité, au fond de faire droit à ce qu'on appelle aussi le minimum jeunesse. Il y a finalement cette idée bien ancrée que la jeunesse doit être un parcours du combattant. Si on en bave pour poursuivre ses études, si on en bave pour trouver un boulot, pour trouver un logement, eh ben ça formera la jeunesse. Et bien la réalité objective, on la voit aujourd'hui dans la crise, au cœur de la crise, c'est qu'il y a une jeunesse qui s'abîme, qu'il n'y a pas de solution pour tous les jeunes, que 200 000 garanties jeunes c'est une bonne chose, mais qu'il y a plus d'1 million de jeunes qui ne sont ni en formation ni en emploi, et qu'il faut leur apporter des solutions. Et quand on nous répond « attention, la bouée que vous jetez à ces jeunes risque de les entraîner par le fond », nous disons que c'est un mensonge et que, au fond, nous mesurons la qualité de la République sociale à la façon dont elle considère sa jeunesse. Et aujourd'hui, on a besoin d'être à ses côtés de façon très concrète. Les uns et les autres, on est allés à sa rencontre. J'ai rencontré les étudiants fantômes à Montpellier, je suis allé à Dijon, je suis en lien avec beaucoup de jeunes partout en France. Nous leur devons, c'est juste, et c'est au fond nécessaire pour l'avenir. Voilà, donc demain dans l'hémicycle, eh bien, nous serons aux côtés de François Ruffin pour essayer, une fois encore, de faire entendre au gouvernement raison. Nous ne disons pas qu'il ne fait rien, nous disons qu'on peut faire mieux. Et nous ne le disons pas seuls, ça se dit dans les syndicats, ça se dit dans les associations de jeunesse, ça se dit dans les associations de lutte contre la précarité. Et je crois qu'une grande majorité de Français aujourd'hui y sont favorables. Eh bien, passons à l'acte. Je pense que c'est un débat sur lequel la France est encore dans le déni, parce qu'il suffit juste de se mettre à la place des jeunes qui vivent cette période Covid pour comprendre que le RSA pour les moins de 25 ans, ça paraît être la base. Déjà pour commencer, le gouvernement qui nous dirait que ça irait vers l'assistanat que donnait le RSA aux moins de 25 ans. Mais avec 565 € par vie, à quel moment est-ce que vous êtes assisté ? On ne vit pas avec 565 € par mois, on ne survit même pas, c'est de la misère. C'est de la misère. Deuxième incohérence, expliquez-moi pourquoi, alors que les 18-25 ans sur le marché du travail sont désavantagés parce qu'ils n'ont pas d'expérience professionnelle, pourquoi est-ce que ces gens-là auraient moins de protection que des personnes qui sont avantagées d'un point de vue concurrentiel? Même quand on réfléchit comme le gouvernement Macron, c'est-à-dire sur des critères économiques, c'est une absurdité. Alors ils nous répondent, on va donner la garantie jeune, qui est 467 € par mois. C'est faux déjà. 467 €, c'est la somme maximale qu'on peut donner. Beaucoup de gens qui ont la garantie jeune se retrouvent avec moins. Et on dit avec la garantie jeune, vous allez avoir une formation. Très très bien, mais pour quel emploi? Il n'y a plus d'emploi en France. Même quand on a un diplôme, même quand on a une expérience professionnelle, on galère à trouver un emploi. Vous pensez que après le Covid, en pleine crise économique, les jeunes qui n'ont pas eu d'expérience professionnelle parce que tout était fermé, vous pensez qu'ils vont réussir à s'en sortir sur le marché du travail? Et on va les protéger encore moins que les autres? C'est une absurdité. C'est absurde d'un point de vue économique et c'est encore plus absurde d'un point de vue humain. Parce que quand vous vous mettez à la place d'un jeune, ouvrez votre compte en banque avec votre gros salaire et dites-vous, si j'avais seulement 565 € par mois sur ce compte en banque, est-ce que je serais un assisté? Et là, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il faut voter cette mesure demain dans l'hémicycle. Je voudrais revenir sur un point notamment, qui est, on a eu un témoignage d'un sortant de l'ASE, normalement il y a le contrat jeune majeur, il y a la garantie jeune, il y a des tas de mesures qui s'accumulent en fait depuis maintenant 30 ans, et là le gouvernement il en a rajouté un paquet avec l'aide à la recherche du premier emploi, avec l'aide au déménagement et ainsi de suite. Et en fait, ça construit un espèce de millefeuille avec des trous partout. Les jeunes, évidemment, ils ne savent pas à quoi ils ont droit, mais les travailleurs sociaux eux-mêmes, ils ne savent pas les dispositifs qui existent, et en fait, c'est la grande confusion. Et donc, ce qu'on demande, c'est quelque chose de clair, simple, universel, pour tout le monde, qui soit compréhensible. Et là, Macron, qu'est-ce qu'il va proposer cet été? De rajouter un nouveau dispositif. Qu'est-ce qu'elle propose, Emmanuelle Wargon, en Ile-de-France, d'avoir un nouveau dispositif avec un autre interlocuteur qui serait la région? Non, il faut faire quelque chose de simple, net, clair, universel, qui soit valable pour tout le monde avec un interlocuteur. Sinon, les jeunes, ils sont paumés, mais les travailleurs sociaux aussi sont paumés. Et je voudrais mettre en parallèle ça avec ce qui s'est passé sur les entreprises dans la crise. Immédiatement,
En 48 heures, l'État, pour 1 million d'entreprises, a déclenché 2 mesures claires, nettes, efficaces, le prêt garanti et le chômage partiel. Et ça a sauvé le tissu économique. Et plus d'1 an plus tard, pour les jeunes, en revanche, on attend encore des mesures et on a une accumulation de petits bouts de dispositifs partout et pas du tout un filet de sécurité. Quand l'État veut faire simple, il y arrive. Mais quand il veut faire compliqué pour éloigner les gens de leurs droits, il y arrive aussi. Donc là, demain, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait une simplification. La simplification, elle ne doit pas être que pour les entreprises, elle peut être aussi pour les jeunes. C'est la même maltraitance. Je veux dire, c'est la même maltraitance de la jeunesse, dans les 2 cas. Ah oui, je viens pour Léa, Lucas et pour des tas de personnes que j'ai rencontrées qui n'arrivent pas à se payer le médecin, qui se demandent si cet été ils vont devoir rendre leur logement, qui ne peuvent pas se payer une licence de foot et qui voient leur vie être rétrécie. C'est pour eux que je suis là. Contrôle continu, lycéen, BTS, 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 contrôle continu, lycéen, démission, contrôle continu, lycéen, BTS, 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 contrôle continu, Blanquer, démission, Blanquer, démission, Blanquer, démission, Blanquer, démission, Blanquer, démission, Macron, démission, Blanquer, démission, Macron, démission, Vidal, démission, Blanquer de feu, démission, merci. Que ce rassemblement n'aurait pas lieu et comme vous pouvez le voir, malgré tout, vous êtes là, nous sommes là et nous remercions les représentants de la nation qui sont parmi nous, nos élus, qui portent haut et fort, soit dans les communes, soit dans les départements, les régions, mais aussi au sein de l'hémicycle national qui est le Parlement, la parole des lycéens, la parole des BTS, la parole des parents qui demandent à ce que le contrôle continu soit mis en place et qu'un plan pluriannuel d'investissement dans l'école pour faire un rattrapage sur le temps long soit mis en œuvre parce que c'est de cette façon-là que nous sortirons l'école de la pandémie dans laquelle elle est. Donc je tiens à vous remercier et je vous invite à tous nous applaudir parce que c'est pas évident de faire cela en temps de pandémie. Bravo à tout le monde, merci de votre présence à tous et aux journalistes. Madame la députée, je vais tout de suite vous donner la parole parce que je sais que vous avez une activité parlementaire très intense et vous remercier au nom de toutes celles et ceux qui sont là de porter notre parole au sein de l'hémicycle comme vous l'avez déjà fait et comme vous, nous attendons encore la réponse de Jean-Michel Blanquer qui se fait attendre. Je vous donne tout de suite la parole et ensuite on aura des prises de parole les unes après les autres pour que on est qu'au début et comme disait Coluche, c'est qu'un début, on continuera le combat tant que le contrôle continu ne sera pas mis en place. Merci beaucoup. Donc, oui. Jennifer de Temerman, députée du Nord. Alors le combat pour l'éducation nationale, il date pas d'hier. En réalité, j'ai 20 ans de carrière dans l'éducation nationale, dont 12 ans en prioritaire, en collège. Je défends le combat qui se tient aujourd'hui parce que, en tant qu'ancienne enseignante, je sais très bien que les conditions que nous vivons depuis septembre ne sont pas normales pour nos enfants. Ils sont en proie au stress, ils sont dans des conditions inégalitaires parce qu'il ne faut pas se leurrer. Selon l'établissement, selon la famille dans laquelle ils sont élevés, ils ont accès ou non à des cours de soutien ou de rattrapage pour les accompagner. Et aujourd'hui, on a une véritable situation catastrophique et un ministre qui refuse d'entendre la raison. L'année dernière, des mesures ont été prises très rapidement pour éviter les épreuves. Pourtant, je vais vous dire, l'année dernière, on a eu 2 trimestres à peu près normaux pour nos élèves. Alors que là, depuis septembre, il n'y a eu aucune scolarité normale pour nos jeunes. Donc comment on peut s'obstiner aujourd'hui à vouloir assurer des épreuves normales?
Ce n'est pas le cas, elles ne sont pas normales. Donc les revendications qui sont portées à la fois par les parents d'élèves et par les jeunes eux-mêmes, puisqu'ils sont acteurs de leur vie et de leur projet de vie, c'est simple. Et c'est des mesures de bon sens. Je ne comprends pas cette obstination. Annulation des épreuves en présentiel. On est en pleine crise sanitaire, je ne vois même pas comment on envisage d'organiser ces épreuves dans de bonnes conditions. Contrôle continu et mise en place de commissions d'harmonisation pour assurer justement l'égalité dans le traitement des jeunes. Donc moi je suis avec vous, je continuerai le combat aussi. On attend que le ministre prenne la parole. Ça urge, puisque la semaine prochaine c'est le début des épreuves pour les BTS et qu'on ne peut pas laisser des gamins réviser, s'épuiser psychologiquement et physiquement pour leur dire finalement, bon bah écoutez on a fait les épreuves mais on laisse tomber. C'est inenvisageable et c'est inadmissible. Du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale et au nom de mon groupe parlementaire, eh bien, je viens vous apporter tout notre soutien dans cette lutte d'intérêt général que vous êtes en train de mener. Bon, ça fait, et puis beaucoup d'entre vous connaissent ça ici, ça fait quand même des années et des années qu'on se bat pour des moyens pour l'éducation nationale, comme on s'est battu pour des moyens pour l'hôpital public, comme on s'est battu sur l'ensemble des services publics. Et le résultat, c'est qu'ils ont continué à faire de l'austérité absolument partout. Et quand même, nous, avant la rentrée, ce qu'on leur avait dit, c'était que c'était la première fois, pendant le premier confinement, la première fois depuis 1945, que des étudiants ou des élèves n'avaient pas cours physiquement pendant 6 mois. Donc s'il y avait une rentrée particulièrement importante, c'était celle de septembre. Et s'il y avait un moment où justement il fallait mettre les moyens pour que la jeunesse du pays eh bien, puisse continuer à s'instruire, à s'éduquer et à s'émanciper dans des bonnes conditions, c'était à partir de cette rentrée. Le résultat, c'est qu'ils n'ont absolument rien prévu. Dans le Val-de-Marne, là où moi je suis élue, il y a des élèves, par exemple, de 5e qui viennent me raconter qu'il leur manque 176 heures de cours entre septembre et janvier. Ça veut dire des élèves qui n'ont plus d'histoire géo, qui n'ont plus de physique-chimie, qui n'ont plus de maths, qui n'ont plus d'espagnol et qui n'ont plus d'anglais à partir de janvier. Vous imaginez ce que ça veut dire pour des élèves et comment on est en train de sacrifier une génération entière. Et moi, je tiens quand même à féliciter, alors bien sûr les lycéens, mais particulièrement les BTS. Parce que je crois que sur les BTS, il faut quand même le dire, il y a un mépris extrêmement grand de ce gouvernement, alors que les BTS forment des gens d'élite dans notre pays. Et je crois que ce mépris doit s'arrêter. Tout à l'heure, je discutais sur la dernière fois que vous avez été reçu au ministère. C'était en novembre, tu me disais. En novembre, pendant quelques minutes, et puis après, plus rien. Eh bien, je crois que ce mépris doit cesser. Et moi, je vous le dis très honnêtement, nous avons eu une discussion dans notre groupe parlementaire sur le contrôle continu. Parce que, rappelez-vous, Blanquer, c'était notamment celui qui a fait passer des réformes pour faire qu'il y ait un bac établissement par établissement, et donc qui accroît, selon nous, les inégalités. Donc, nous étions plutôt défavorables au contrôle continu. Mais dans les conditions actuelles, comment peut-on dire autre chose que cela? Qu'est-ce qu'on va dire à tous ces jeunes qui passent des épreuves cette année, si ce n'est, bon bah tant pis, bah refais une année ou je ne sais quoi? C'est absolument insupportable. C'est pour ça que nous avons décidé de soutenir votre mobilisation, que nous continuerons à la soutenir et que nous continuerons à demander des moyens pour l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale est la seule richesse de celles et ceux qui n'ont aucun patrimoine. Et je crois que là, on est en train de parler de l'avenir de notre pays, de la jeunesse de notre pays. Et je crois que nous continuerons à faire du bruit parce qu'il faut en faire pour que ce gouvernement ouvre un peu les oreilles. Donc merci à vous de maintenir les rapports de force et on sera à vos côtés. Moi, je l'ai dit tout à l'heure dans ma prise de parole, nous sommes plutôt opposés au contrôle continu en général. Et bizarrement, d'ailleurs, c'est ce gouvernement qui prônait complètement le contrôle continu. Pourquoi nous sommes opposés en général? Parce que ça contribue à avoir, non pas un diplôme national qui est reconnu de partout, mais à avoir, en fait, une éducation nationale établissement par établissement, avec des inégalités qui se creusent de manière extrêmement forte. Vous le savez, l'établissement le moins doté à Paris a toujours plus d'argent que l'établissement le plus doté en Seine-Saint-Denis. Donc ça creuse les inégalités de manière extrêmement forte. Mais dans cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, quelle autre solution que de faire le contrôle continu? Il n'y en a pas d'autre, à part à dire aux jeunes de ce pays, eh bien ne passez pas vos examens et puis vous redoublerez tous, ce qui est absolument absurde et je crois qui est absolument pas respectueux de cette jeunesse qui
a déjà souffert de beaucoup de choses, souffre d'une précarisation de plus en plus forte. Donc je crois que oui, il faut annuler les épreuves en présentiel, faire du contrôle continu et surtout arrêter de faire de l'austérité sur l'éducation nationale, mettre enfin les moyens pour que tous les jeunes de notre pays puissent apprendre et s'émanciper dignement dans notre pays. J'espère que vous allez porter la parole, bien sûr, des parents et des étudiants, des chefs européens, j'ai posé des questions économiques d'hémicycle. Nous, on fait dehors. Collègues et avec